Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, Marjolaine Lachance vient nous parler de Belle cause pour la cause. Bernard Saunier, notre collaborateur, nous revient avec un schizophrénique et cette fois-ci à San Francisco. Pierre nous propose à l'Espresso et à l'Espresso allongé son sujet, les détecteurs de mensonges. Alors, tout ça dans le menu de Folie douce. Vous êtes donc à Folie douce, émission numéro 783. J'accueille maintenant mon invité qui est Marjolaine Lachance. Bonjour, Madame Lachance. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes gestionnaire principal des relations communautaires chez Belle, en fait, pour Belle cause, pour la cause, très connu maintenant, je pense, ce mouvement-là. Bien, merci d'être avec nous, c'est très intéressant. Merci de m'accueillir. Ça fait longtemps qu'on voulait parler de Belle cause. Oui. Ça fait longtemps que ce mouvement-là ou cet événement-là qui revient chaque année a lieu. Pouvez-vous nous parler peut-être un petit peu de cet événement-là, Belle cause? Qu'est-ce que c'est, des gens qui ne le connaîtraient pas? Parce qu'on on entend quand même beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est Belle cause? Bien, c'est intéressant que vous me posiez la question parce que Belle cause pour la cause, ce n'est pas juste le mois de janvier avec la campagne et la journée Belle cause pour la cause, mais c'est bien une initiative complète qui a 4 piliers finalement et qui se déroule toute l'année. Mais c'est sûr que le mois de janvier est le mois où ils ont fait le plus de bruit, puisque c'est la grande campagne de lutte à la stigmatisation. Alors, notre initiative Belle cause pour la cause existe depuis, on l'a lancée en septembre 2010, donc ça fait déjà quelques temps. Presque une décennie, finalement. Mais oui. Et puis, les 4 piliers sont assez simples, mais parlent d'eux-mêmes. Donc, la lutte à la stigmatisation, parce qu'on sait que 2 personnes sur 3 qui ont un trouble de santé mentale ne vont pas consulter par peur de l'étiquette ou des préjugés. Le deuxième pilier, c'est l'accès aux soins et la qualité des soins. Parce qu'encore là, on sait que quand une personne accepte d'aller rencontrer quelqu'un, bien, des fois, il y a des listes d'attente importantes, des délais. Ouais. Alors, on veut aider à travailler là-dessus. Le troisième pilier, c'est santé mentale en milieu de travail. Donc, aider, on sait qu'une cause importante d'invalidité en milieu de travail, d'absentéisme, 500 000 personnes par semaine ne se présentent pas au travail à cause d'un problème de santé mentale. Donc, c'est un pilier important. Au Canada, ça, 500 000 au Canada, c'est beaucoup. Par semaine, alors c'est assez important. Ouais. Et le dernier, bien, non le moindre, la recherche, parce qu'il y a encore tellement d'inconnus sur le cerveau qu'il faut investir en recherche également. Alors, c'est nos 4 piliers d'action. Et puis, on a commencé, comme je vous dis, en septembre 2010. Et justement, pourquoi Belle, je dirais que c'est une des grandes compagnies, peut-être, je me demande si c'est pas la seule qui a vraiment épousé cette cause-là de la santé mentale. On dit toujours que la santé mentale, c'est un peu le parent pauvre de la santé, tout ça. Pourquoi Belle, comment est née l'idée ou pourquoi on a mis ça en place ou pourquoi on a démarré ça sans peut-être savoir si ça allait marcher? C'est une bonne question. Et elle est assez simple à répondre. On a décidé d'orienter notre philanthropie vers la santé mentale parce qu'on a fait un peu une évaluation stratégique de où allaient nos dons. Avant, on était dans la santé et l'éducation des jeunes. C'est très bien, c'est une belle cause. Il n'y a pas de mauvaise cause pour n'importe quelle entreprise qui décide d'investir dans sa communauté. Cependant, on voyait qu'il y avait déjà plusieurs joueurs importants qui faisaient une très bonne job dans la santé et l'éducation des enfants. Mais lorsque on s'est mis à regarder autour, on s'est dit, OK, nous, on est une grande entreprise nationale de communication. On a des moyens d'aider une cause, mais il fallait trouver la bonne. Et on s'est dit, qu'est-ce qui est un enjeu? Puis on a fait des sondages, on a consulté, on a rencontré beaucoup de gens en philanthropie et autres. Puis on s'est dit, OK, la santé pour tous les Canadiens, c'est comme l'enjeu numéro 1. Hein? On le voit quand il y a des élections, les politiciens, c'est la santé, c'est un sujet qui revient constamment. Alors, on s'est dit la santé, mais dans la santé, le cancer était déjà très bien pris en charge en philanthropie. Les soins aux enfants, la même chose. Mais la santé mentale, on dit ça touche tout le monde. Peu importe le statut économique, l'orientation, les convictions politiques, le niveau socio-économique, l'âge, la diversité culturelle, ça touche tous les Canadiens. Puis nous, on est une entreprise de communication. Puis ce qu'on remarquait, c'est que justement, c'était un enjeu tabou. Les gens n'en parlaient pas.
Alors, on s'est dit, pourquoi pas utiliser les porte-voix dont on dispose? Et on trouvait que le fit, excusez-moi le terme, mais le fit entre être une entreprise de communication qui veut aider à sortir de l'ombre un enjeu dont on a besoin de parler et dont on a besoin de faire des changements importants parce que effectivement, ça représente un coût énorme au niveau des soins de santé et ça ne recevait pas nécessairement le financement approprié. Alors, on s'est dit, il y a peut-être là un espace dans lequel Bell pourrait faire vraiment une grande différence. Et est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, dans les débuts, avant peut-être de mettre en place, est-ce que vous avez évalué le risque? Il y a toujours un risque de dire, est-ce que ça va bien passer? Est-ce que ça va, ça va comme pâlir l'image de Bell ou ça va plutôt la rendre plus belle, justement? C'est vraiment intéressant parce que en 2010, c'est sûr qu'au moment où on annonce entre nous, au niveau des exécutifs, de la haute direction et tout ça, écoutez, on pense que l'investissement communautaire de Bell pourrait vraiment avoir un impact dans tel secteur. Là, les gens reculent un peu sur leur chaise. Hein, êtes-vous sûr? Ouais. Au niveau de la réputation, l'image, pensez-vous que... Mais au contraire, on a des visionnaires et des gens qui ont beaucoup d'audace dans notre haute direction, à commencer par notre PDG. Et puis, on s'est dit non, au contraire, c'est l'opportunité d'avoir un impact important, puis que notre marque, Bell, soit en arrière d'une cause qui était aussi difficile, entre guillemets, au départ. Ça va montrer la solidité. Ça fait quand même 140 ans presque qu'on existe, Bell, puis on n'a pas peur des défis et de s'adapter à la réalité. Puis la réalité, c'est que des problèmes de santé mentale étaient à la hausse. Alors, c'est vraiment un enjeu de société auquel il fallait s'attaquer. Et il faut mentionner aussi que pour que les gens comprennent bien, les gens qui ne sauraient pas peut-être le fonctionnement, dans le fond, c'est Bell qui donne. C'est pas vous ne faites pas une collecte de fonds. Dans le fond, quand on parle de la journée Belle Cause puis qu'on interagit, à chaque fois qu'on le fait, bon, il y a un montant qui est ajouté dans la cagnotte totale de ce qu'on va redistribuer après ça. Exactement. C'est jamais le texto ou... Ben oui, parce que le 5 sous qui est versé, c'est vraiment du budget de la philanthropie de Bell. C'est pas le client qui paye le 5 cents en question. C'est en interagissant que là, ça crée de l'engouement, mais en même temps, ça vous force d'une certaine façon. Tu sais, les gens se disent, Bell va financer encore plus si on participe plus. Exactement. Ouais. Puis, on n'a pas mis de limite, hein, parce qu'il y a certaines campagnes comme ça qui disent, si vous changez votre image sur Facebook pour le cancer, par exemple, vous mettez votre image en rose, tu sais, il y a certaines campagnes qui vont peut-être dire jusqu'à un maximum de tant de millions de dollars, alors que nous, on ne met pas de maximum. Fait que c'est vraiment... on veut créer un mouvement de société, un mouvement de sensibilisation à l'échelle nationale. Et on va parler des causes que vous aidez, mais je suis intéressé par les statistiques aussi. Je lisais, statistiques impressionnantes, plus d'1 milliard d'interactions depuis les débuts, je pense, si on parle depuis 2010. 1 milliard à peu près, grosso modo? Oui, 1 milliard, 13 millions d'interactions à travers les années. La première journée a été faite en février 2011. Donc, la journée Cause pour la cause, Belle Cause. Mais c'était au début là, seulement les appels interurbains, les téléphones cellulaires. Là, après ça, des années ont passé, puis on a voulu s'adapter. Oui, il y avait moins de téléphones intelligents à l'époque, tout exact. Ça, là, c'est ça. Alors là, on s'est adapté, puis on a voulu... Où sont les gens? Les gens sont rendus sur Facebook, sont rendus sur Twitter, sont rendus sur Instagram, Snapchat qu'on a rentré aussi dans la campagne. Alors ça, c'est des belles collaborations avec ces grands partenaires-là aussi pour compter, calculer là, toutes les interactions qui se passent durant cette journée-là. On a grandi, hein, parce que ça a commencé avec 66 millions d'interactions jusqu'à 145 millions d'interactions. Donc, on est rendu qu'on a là dépassé notre 100 millions. Notre objectif, au départ, on avait annoncé 5 ans en santé mentale pour 50 millions. Oui. À la 5e année, on a dit, on est tellement sur une belle lancée qu'on va continuer un autre 5 ans. Alors, on voulait rejoindre 100 millions. Puis en fait, on a atteint en 9 ans ce qu'on s'était donné comme objectif en 10 ans. Donc, on est très heureux. Oui, c'est excellent. Donnez-nous donc des exemples, quelques exemples peut-être de ressources ou de gens que vous aidez. Parce que dans le fond, les fonds, c'est pas juste virtuel. Là. Il y a des fonds qui sont donnés à des gens pour qu'il se passe des projets. Donc, on parle de quoi comme projet?
Bien, on a plusieurs projets très intéressants et on a différentes catégories, si vous voulez, où les gens peuvent, les organismes communautaires, les fondations d'hôpitaux, les instituts de recherche, les instituts psychiatriques. Donc, on a ce qu'on appelle les dons majeurs, qui sont des dons entre 100 000 et 500 000 $ qui vont aller à des hôpitaux rénover des unités psychiatriques. Hein. Là aussi, on sait que les ailes psychiatriques, parfois, c'est le parent pauvre dans l'hôpital. Alors, besoin d'un petit coup de pinceau et autres. Mais on a donné, je vais vous donner par exemple en recherche à l'Université du Québec à Montréal, un don qu'on a annoncé récemment de 500 000 $ pour le centre crise avec le chercheur très réputé Brian Mishara qui va étudier et définir les meilleures pratiques d'intervention en cas de crise suicidaire, mais par texto et par chat, parce que on connaît c'est quoi les bonnes pratiques pour un intervenant qui répond au téléphone à SOS ou Suicide Action Montréal. Ouais. Mais quand quelqu'un te dit par texto « je veux sauter en bas du pont », c'est quoi la meilleure réponse à avoir par texto pour l'intervenant? Ou comment détecter est-ce que c'est sérieux, pas sérieux? Exactement. Comment je fais pour pas bien déclencher la crise? Donc, M. Mishara et son équipe au centre crise vont vraiment étudier des milliers et des milliers de textos et d'interventions pour après ça développer dans ça les meilleures pratiques. OK. Puis, à la Fondation Cerveau à Québec, on a fait un don d'1 million pour la détection précoce à la vulnérabilité de maladies importantes comme la schizophrénie ou la bipolarité à travers la rétine de l'œil. Alors ça, c'est une première mondiale de pouvoir peut-être détecter à travers l'œil une vulnérabilité à développer des maladies mentales. Puis qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Ouais. Bien, c'est de la prévention, c'est les saines habitudes de vie. Alors, toute une équipe peut se mettre en place autour du jeune qui a cette vulnérabilité-là, surtout s'il y avait une historique familiale de maladie mentale. Donc, ces recherches-là de détection précoce de maladie, peut vraiment changer la trajectoire de vie d'une personne. Oui. Alors, on est très content d'investir dans ce projet-là. Vous aidez aussi des causes qui sont à moindre niveau, là, plus petites, mais plus locales, c'est ça? Ouais. On a le fonds communautaire qui est un petit bijou en soi, où les organismes communautaires, entre janvier et mars, vont appliquer en ligne. On a un formulaire particulier et puis on reçoit des centaines et des centaines de demandes chaque année. Et on a une quinzaine d'experts. On a 46 experts à l'échelle nationale, mais nous, au Québec, on en a 15 experts externes, que ce soit un père aidant, un psychiatre, des infirmières, travailleurs sociaux, qui vont évaluer les demandes. On a avec un guide, avec un système de pointage. Donc, c'est un exercice rigoureux, sérieux, pour donner de la crédibilité aussi au processus de sélection. On ne choisit pas nos gagnants ou nos récipiendaires en tirant dans un chapeau. Non, il y a vraiment un processus. Et après ça passe au comité de gouvernance. Donc, avant de terminer, Mme Lachance, c'est déjà presque terminé. C'est fort intéressant. Il va falloir vous réinviter pour suivre l'histoire de Belle Cause. Mais comment on peut en savoir plus? Comment on peut présenter des demandes? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Ou quel site on doit aller voir pour faire ça? Moi, j'invite tous les gens qui sont intéressés à connaître davantage notre initiative à aller sur belle.ca/cause. Ou simplement, sur Google, maintenant, vous tapez « Belle Cause pour la cause » et notre site va arriver en premier. Toutes les informations qui sont et là. L'impact, le type de projet qu'on a supporté, des exemples, des communiqués de presse, des vidéos, vous verrez tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Folie douce, Mme Marjolaine Lachance. Donc, vous êtes gestionnaire principal, relations communautaires chez Belle, donc pour Belle Cause. Merci beaucoup et bonne continuation. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors, aujourd'hui, un sujet intéressant que tu nous amènes, les détecteurs de mensonges. En fait, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors. Oui, les fameux détecteurs de mensonges qu'on utilise, par exemple, en cours. Oui. Ou, maintenant, on l'utilise parfois pour quand les personnes font des demandes d'emploi, etc. Ouais. Je vais commencer tout de suite avec un article écrit par Mme Barbara Judith Caron, qui est journaliste au magazine Urbania et qui est chroniqueuse à la radio. C'est un article qui s'appelle « Dans le ring avec le polygraphe ».
Et je l'ai pris sur le site du journal La Presse, lapresse.ca. Alors, elle nous dit « Aujourd'hui, je passe le test du polygraphe et je dois le battre à son propre jeu. Ai-je des chances de réussir? » Ça dépend à qui vous demandez. Pour Doug Williams, la réponse est claire. En 2015, l'Américain a été condamné à 2 ans de prison pour avoir enseigné des techniques visant à tromper les détecteurs de mensonges. Cet ancien enquêteur de police a longtemps travaillé avec la machine avant d'en arriver à la conclusion qu'elle n'était pas plus fiable qu'un vulgaire pile ou face. Il en est alors devenu un des plus féroces détracteurs, estimant qu'elle ruine des vies. Il faut savoir que le polygraphe est l'un des outils utilisés dans les processus d'embauche de la CIA, du FBI, de la Drug Enforcement Administration et autres départements de police partout aux États-Unis. Et selon les autorités, avec ses cours, Williams aidait les indésirables à passer à travers les mailles du filet, mettant du même coup la sécurité nationale en jeu. Allez hop, nous dit Mme Caron, n'en fallait pas plus pour le mettre sous les verrous. Comme le test est aussi largement utilisé chez nous au Canada, bien qu'inadmissible comme preuve en cours, Urbania a voulu en avoir le cœur net. Peut-on mentir au polygraphe et s'en sortir indemne? En autodidacte, je me suis lancé dans le ring. Malgré son évidente bonhomie, M. Jacques Landry n'est pas là pour me faire des cadeaux. C'est lui, le polygraphiste, qui sera aux commandes du fameux détecteur de mensonges. On s'est donné rendez-vous un lundi gris de janvier dans le lobby d'un bureau d'avocat du centre-ville de Montréal où il a ses habitudes. Début soixantaine, barbe courte, chemise impeccable, il ressemble à un de mes oncles, pas à quelqu'un qui passe ses journées à débusquer les menteurs. Mais au fond, qu'est-ce que j'en sais? C'est la première fois que je rencontre un représentant de sa profession. C'est plutôt rare, on voit pas ça souvent dans les médias, où on sait pas trop ça ressemble à quoi. Là. J'en connais pas personnellement, moi non plus. Alors, M. Landry dit « On est une poignée à faire ce métier et il n'y a pas de relève. Seuls les policiers peuvent suivre la formation qui se donne au Collège canadien de police et c'est très exigeant. Dans ma cohorte, on était 12 au début et 6 à la fin. C'est très dur. » Et il rajoute, cet après-midi, je fais passer le test à un homme qui est accusé par son ex-femme d'avoir agressé sexuellement sa belle-fille, une mineure. Le matériel, c'est d'abord un ordinateur portable. J'espère que tu n'es pas déçu. C'est ça le polygraphe, me lance-t-il, sourire en coin. Si pour vous aussi, les mots détecteur de mensonges évoquent un instrument vintage avec de grandes aiguilles qui traduisent les réactions physiologiques sur un long rouleau de papier, comme on le voyait dans les films d'Hollywood, oubliez ça. Aujourd'hui, les données sont transmises à l'ordinateur et analysées par des logiciels sophistiqués. Mais d'abord, dit-il, je dois vérifier si tu es apte à passer le test. Cette étape obligatoire prend la forme d'un questionnaire. Sur 2 pages, je dois indiquer si je fais de l'asthme et si j'ai une sexualité saine, avec un point d'exclamation en parenthèse. Décrire sommairement le pire et le plus beau jour de ma vie, et ainsi de suite. L'objectif est de tracer les grandes lignes de ma santé physique et mentale. M. Landry nous dit, par exemple, la prise de médicaments peut influencer les résultats. Il faut en tenir compte. Et si tu as une cardiaque qui n'est pas stabilisée, je vais te retourner chez ton médecin. Bref, ne passe pas le polygraphe qui veut, nous dit Mme Caron. Toutefois, il faut vouloir le passer pour être admissible. L'individu doit être là de son plein gré. Il passe donc à la prochaine étape, installer les capteurs qui mesureront mes réactions psychophysiologiques. Lorsque tu mens, ton corps envoie toutes sortes de signaux involontaires. C'est ce qui rend le polygraphe aussi difficile à déjouer. Confiante, je lui dis que je me suis préparé aussi rigoureusement qu'une espionne russe. Chapeau de fourrure en moins. Sa réplique ne tarde pas. Es-tu capable de contrôler ta transpiration quand il fait chaud dehors? C'est la même chose. Personne ne veut qu'on découvre qu'il est un menteur. Ton corps va se défendre en activant ton système nerveux involontaire et tu n'y peux rien.
C'est ça que je me disais toujours, les gens, est-ce qu'ils réussissent à se contrôler, mais comme il dit, c'est aussi simple que de ne pas pouvoir contrôler sa transpiration. Le polygraphe tient compte des réactions complètement involontaires. Ouais, c'est ça. Hein? Mais il y a certaines personnes qui sont capables de s'en tirer. Tu vas voir un peu plus loin. Après l'entraînement, après s'être entraîné. Ouais. Oui. Alors, Mme Caron dit, d'abord, il y a un brassard sanguin pour mesurer ta pression, comme chez le médecin qui va sur ton bras droit. Ensuite, 2 bandes sensorielles analyseront ma respiration. Une entoure le thorax et l'autre l'abdomen. C'est la mesure la plus évidente des 2 qui sera retenue. Par exemple, les messieurs avec une bédaine de bière ont toujours une respiration abdominale. Puis, plethysmographe. C'est une pince calculant le volume sanguin. Il est installé sur mon majeur. Monsieur Landry nous dit, quand tu mens, ton système nerveux envoie le message comme quoi il y a un mensonge à gérer. Alors, une partie du sang monte au cerveau pour s'en occuper et quitte temporairement le bout de tes doigts. Sur mon index et mon annulaire, il pose alors du velcro, 2 cuillères galvaniques chargées de mesurer ma sudation. Intéressant. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission. On va en savoir plus, c'est sûr, plus tard à l'émission. Donc, les détecteurs de mensonges. Merci Pierre. On poursuit à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, nous accueillons Bernard Saunier avec un schizophrénique à San Francisco. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur les détecteurs de mensonges. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. J'ai le plaisir d'accueillir Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Salut Yvan. Ça fait longtemps qu'on t'a pas reçu, puis ça faisait longtemps qu'on voulait te recevoir, mais ça prenait une bonne raison, puis t'en as une super bonne, en fait. Ben oui, j'en ai une bonne, puis moi je suis content d'être là. Oui. Je m'ennuyais de vous autres. Je sais, puis on voulait t'inviter, mais là tu nous amènes un récit, en fait, c'est un peu la suite des aventures, un schizophrénique à quelque chose. Là, c'est ça, c'est encore un autre voyage. Je suis allé à San Francisco. C'est ça. J'ai rédigé en avril 2019, j'ai rédigé un texte qui s'appelle, comme dans les autres schizophréniques, ça s'appelle Schizophrénique à San Francisco parce que j'ai vécu ça à San Francisco. Ouais. C'était la première fois que tu allais sur la côte ouest. Oui, j'avais jamais été sur la côte ouest, même un Canadien, je suis jamais allé à Vancouver ni à Victoria. On dit que c'est autre chose à l'ouest, c'est ça? C'est très différent. C'est comment dire? En tout cas, moi, San Francisco, ça m'a impressionné. Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu avais quand même lu pas mal de choses, là, puis en préparant ton voyage? Je parlais tantôt. Il y a un quartier qui s'appelle Tenderloin, qui est supposé être le quartier un peu malfamé de San Francisco. Puis je suis allé, puis j'ai pas eu de problème là. Puis la ville de San Francisco, c'est une belle ville, c'est une ville touristique qui est aménagée pour recevoir des gens, je pense. Ouais. Puis j'ai bien aimé mon séjour, j'ai vu ce que je voulais voir. C'est une ville aussi qui a de l'histoire, parce que on s'en rend pas compte, comme l'époque des hippies. Quand les hippies ont commencé, ça part de San Francisco, ça. Ouais. Les hippies, c'était à Haight-Ashbury. Après après la Beat Generation, est venu les hippies. À Haight-Ashbury, ça existe encore aujourd'hui. Je suis allé les voir. Je me suis rendu au coin de Haight et Ashbury. J'ai regardé de quoi ça avait l'air. Ça, c'est intéressant parce qu'en plus, toi, tu t'intéresses beaucoup, soit aux écrits, ou les arts, ou les mouvements, puis de vivre, d'aller à l'endroit où il y a aussi ce que j'ai vu. J'ai vu le musée Beat aussi. Je suis pas allé parce que je trouvais que ça faisait un peu trop marcher aux puces. Mais il y avait la librairie d'un monsieur qui s'appelle Ferlinghetti, qui est un libraire et un éditeur qui a publié Jack Kerouac, Burroughs, pour ceux qui connaissent les férus de littérature beat. Puis cette librairie-là est fascinante parce qu'elle est là dans San Francisco, puis elle a vu tous ces mouvements-là, toute cette
c'est un peu une librairie, comment dire, alternative. Là. Il y a toute une vision derrière. Là, et c'est resté au courant ça fait c'est longtemps. Resté, oui, ça fait des années que c'est là, puis c'est toujours... Il y a du monde, là. Ouais. C'est dans un quartier où tu t'attendrais pas nécessairement à voir ça là, mais c'est là. très particulier. Ma question, comme à chaque voyage, ta santé mentale, comment ça se porte? Est toujours un peu... Tu sais, je pensais à ça aujourd'hui. C'est difficile d'exprimer le stigmate, tu sais. Quand on se sent mal, quand on se sent observé, de l'exprimer, de le dire, puis de le sentir. Moi, je m'arrête pas à ça. Je le sais, je le sens, je le ressens. T'as comme appris peut-être à passer par-dessus. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas... S'il faut que je m'arrête, je ferais rien. Là. Parce que dans le fond, à chaque fois que... Ben, c'est ça, tu changes quand même de milieu. Il y a un stress avec le voyage. Ça, tu sais, c'était tes premières peurs avant de commencer à voyager dans le temps. Tu disais, est-ce que je vais bien réagir au niveau de la santé mentale? Est-ce que je vais avoir de la paranoïa plus grande que qu'est-ce que j'ai ici à Montréal, par exemple? Étrangement, j'en ai pas plus. Puis, j'ai remarqué que le fait de voyager... Quand je suis revenu de ce voyage-là à San Francisco, je me sentais comme détendu. Ça m'avait changé. Okay. La santé mentale, oui, mais à un moment donné... Faut pas rester arrêté à ça, puis il faut essayer de voir autre chose. T'avais probablement le bienfait qu'on a souvent tous quand on va voyager, on revient, puis on est comme, tu sais, ça nous a aéré la tête. Exactement. Tu reviens chez toi, puis tu redécouvres ton... C'était pas plus compliqué que ça. C'était juste ça, puis c'était correct. Puis c'était parfait, parce que c'est ça, souvent, le but du voyage aussi, d'être capable d'aller ailleurs, si on de aller sortir voir un peu de son univers, puis d'aller voir d'autres choses. Ressourcer, puis revenir avec des idées, ou revenir justement la tête aérée. Si les gens y vont à San Francisco, manquez pas d'aller voir le musée d'art moderne de San Francisco, qui est un très beau musée avec des œuvres marquantes, puis pour les férus d'art. Là, c'est un très bel endroit à visiter, qui est presque neuf parce que c'était reconstruit, je pense, en 2016. OK, très, très récent. Puis les rues et tout ça, c'est pas juste les une légende. Sont là, c'est en pente. Là, il ne faut pas se tromper. Il y a les tramways, les vrais tramways, là, des vieux tramways qui ont ramassé des villes qui ne voulaient plus. Eux autres, ils ont pris des vieux tramways puis ils ont mis dans San Francisco. Ça, c'est les tramways, mais il y a aussi ce qu'on appelle les cable cars, qui montent et qui descendent les côtes. Les cable cars, c'est dans... Ce qui arrive, c'est que c'est un wagon avec une pince qui sert à un câble souterrain. Puis ce câble-là, il avance. Puis quand il tire le wagon. OK. Puis il monte les côtes, il descend comme ça. Ça prend un monsieur assez costaud pour serrer la pince qui saisit le câble. Ouais. C'est un système assez unique, là, c'est ça? C'est ça, il n'y en a pas, je pense. Je trouve pas ça. C'est juste peut-être San Francisco que le type de rue comme ça aussi. Oui, c'est ça, probablement. Mais as-tu trouvé ça dur, tu sais, physiquement? Parce que, tu sais, on peut se promener à Montréal. Étrangement, je me disais, avant de partir, je marchais, puis je me disais, je suis plus capable de marcher. Puis j'étais rendu là-bas, puis j'ai marché sans problème. J'ai monté les côtes à pied. J'ai descendu, j'ai marché tout ce que j'ai voulu. Puis j'ai pas eu de difficulté. C'est sûr que je marche un peu moins vite que je marchais. Mais je marche pareil, puis je suis capable. Je suis content de voir que je suis capable encore de marcher. Puis tu as vu certainement aussi le Golden Gate. Le Golden Gate que j'ai vu dans la brume. Qui supposément... Dans la bruine. On nous avait dit à une époque que c'était un des lieux où il y avait le plus de suicides. Je sais pas si c'est encore le cas. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mais c'est sûr que les ponts, c'est un pont mémorable. Oui, c'est un pont historique. Oui, qui a été vu dans beaucoup de films ou de... C'est ça. Exactement. Tu as écrit aussi des textes, je pense, parce que ton habitude, c'est aussi d'aller... On fait un peu des blagues, un schizophrénique à San Francisco ou ailleurs, ou tu es allé en Espagne et ailleurs. Mais tu
tu en profites pour écrire des textes. En plus des écrits que tu fais sur les réseaux sociaux sporadiquement, mais les textes sont un petit peu plus songés, si on veut. Là. Il y a plus de matériel, si on veut. Là. Est-ce que c'est de l'observation en général? Tu es sur place puis tu essaies tu fouilles un peu ce qui se passe. C'est toujours introspectif. C'est pas vraiment dans... C'est plus ton état, comment on se sent dans le lieu. Je peux t'en lire un extrait. Oui, ce serait intéressant. Puis les gens, on va le rappeler à la fin aussi, les gens peuvent le lire en plusieurs parties sur Internet, mais on va écouter un extrait, ce serait vraiment intéressant. OK. Bon, j'ai laissé la tablette électronique et je reprends le calepin. En entrant au théâtre, j'ai croisé une dame qui m'a dit bonjour et je ne sais quoi. Je lui ai demandé de répéter et elle m'a demandé si ça allait bien. J'ai cette mauvaise habitude d'être toujours trop à l'avance où je vais. J'ai besoin de voir les gens vivre. Paranoïa? Je me sens suivi. Il y a aussi cet argent que j'économise. Je sais pas si le gars a dit il fait son smat et il s'habille en slow-mo. J'ai peur, je ne sais pas comment faire. Je veux pas donner l'argent. J'ai pas de raison pour ne pas partir. C'est peut-être pas smart, mais smack. Ils vont probablement m'enfermer. J'arrive trop tôt. J'ai pas de téléphone intelligent. J'en suis encore au carnet et au stylo. J'ai fait la gaffe d'acheter une bouteille d'eau en plastique. Je passe mon temps à dire que j'aime les aéroports. Je crois que je vais être un bon bout de temps sans dire un mot. J'écoute les appels des passagers et les départs des vols. Je suis ici aussi à l'avance. Sur les réseaux sociaux, il semble que j'ai un cousin qui est à l'aéroport. J'ai peur. J'ose pas écrire. Bon, le vieux stylo et l'appareil photo. Je vais m'acheter un Coke et des chips. Ça y est, j'ai mangé mon chip puis mon Coke comme dans les années 50 pour rester dans l'idée du crayon et du papier. Passé 16 heures d'embarquement bientôt. J'espère qu'il n'y aura pas de retard arrivé à destination. Je vais avoir un de ces jet lag. Je suis dans le A320. Mon frère en reviendrait pas. Je suis incapable de me brancher sur le Wi-Fi. C'est supposé être simple. Avant de monter à bord, l'agent qui vérifie les billets et les passeports m'a dit un léger bonjour, madame. Pourtant, ça avait bien débuté. Pas trop de problèmes à la borne d'enregistrement. Le commis était agréable et les douanes américaines efficaces. Ça ressemble à ça. Ouais. Je voulais dire aussi que j'ai eu des belles surprises. Par exemple, je suis parti, puis pour partir, il fallait que j'enregistre mes bagages, puis il fallait que je paye. Ouais. Puis je suis revenu. En revenant, je suis allé au comptoir où il y avait la commis qui enregistrait les bagages, puis j'ai pas eu de frais. OK. Ils me l'ont pas chargé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. Ouais. C'est quand même 40$, cette affaire-là. Maintenant, oui, on paye pour tout. Là, puis la fille a dit, je te charge pas pour ça. Alors, peut-être que... Puis la même chose à l'hôtel. J'étais à l'hôtel, comme on dit en anglais, I was checking out. Ouais. Puis là, je dis au gars, je check out, puis il dit OK, il dit c'est quoi le numéro de ta chambre? Il tape le numéro de ma chambre. Il dit tout a été OK. Là, parce que moi, avant, dans la chambre, il y a toujours un petit frigo. Oui, oui. Puis moi, je bois pas d'alcool, mais je bois des Puis là, je me disais, on me paye à la traite, je payerai, tu sais, c'est pas grave. Peut-être qu'il était couvert. Je pense qu'il était couvert. Mais des fois, ça ne l'est pas, c'est ça. Il me l'a pas chargé. C'est ça, ben tant mieux. Non, mais là, ça comptait, ça me faisait des surprises. C'est ça, exactement. Comment on peut faire, Bernard, c'est très intéressant, mais comment on peut faire pour lire tout parce que tu parles aussi de San Francisco. Le plus simple, ça serait d'aller sur mon site, le Goulag. Le site, c'est http:// www.bbc
.legoulag.blogspot.com. C'est ça le nom de ton blog. Donc, si on cherche Bernard Saunier, je pense que t'es un des seuls qui apparaît avec les écrits que tu fais. On peut lire ce texte-là, Un schizophrénique à San Francisco, et probablement les autres qu'on peut retrouver. Et les autres qui sont tous en archives, c'est ça. Il faut regarder dans les archives parce qu'il y a beaucoup de Oui, c'est ça, exactement. Puis tu publies régulièrement. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On va se donner un rendez-vous éventuellement pour que tu reviennes en studio. C'est toujours le fun de pouvoir jaser avec toi. Merci, c'est gentil. Merci Bernard. À bientôt. Bye. Bye bye. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie Douce. De retour au micro, à l'Espresso allongé, tel que promis, le sujet entamé, Pierre, plus tôt, les détecteurs de mensonges, ça m'intéresse beaucoup. Surtout, ça m'étonne même de, tu sais, le monsieur Williams dont tu faisais mention dans le premier bloc, où ce monsieur-là pouvait prendre un malin plaisir à essayer de former les gens à contrecarrer ce détecteur-là, le polygraphe. Je me demande toujours, tu sais, la motivation derrière ça, c'est quoi? T'sais? Ben, lui, il trouvait que ça valait absolument rien, donc il a décidé de... Je sais pas, de prouver à quel point... que ça valait rien. Ouais, mais par contre, le monsieur dont tu nous parles ici à Montréal, monsieur Landry, ça semble, lui, dire que tout est testé. C'est presque infaillible. Tu vas voir, il y a quand même des personnes qui réussissent à déjouer. Ouais. Alors, je continue ma lecture de l'article de Mme... Barbara Judith Caron de la revue Urbania. Alors, M. Jacques Landry m'invite alors à m'asseoir sur un petit coussin plat et carré, lui aussi branché à l'ordinateur. Et il dit, si tu essaies de serrer les fesses, on va le savoir grâce à ça. Zut, nous dit Mme Caron, serrer les fesses est l'un des premiers trucs enseignés par M. Doug Williams au début de sa croisade. La manœuvre aurait un effet significatif sur le relevé de la pression sanguine, donc une façon de tricher. Et c'est simple à exécuter. Elle était d'ailleurs sur ma liste, nous dit-elle, mais elle dit, je vais devoir faire 100. Ouais. Elle dit, maintenant que je suis ficelé comme un rôti, prête à passer au four, le test peut commencer. Pour les fins de l'exercice, Jacques Landry va me soumettre à un test de démonstration simple, mais tout aussi difficile à déjouer qu'un vrai test. Il me tend une douzaine de cartes numérotées, me demande d'en piger une, de mémoriser le chiffre inscrit et de lui remettre le paquet. J'ai la carte 7. Pendant que l'ordinateur redémarre, je reviens à la charge. Il doit bien y avoir une manière de déjouer la machine. Laquelle? M. Landry nous dit, ces techniques, on les appelle les contre-mesures. Pendant notre formation, on passe 2 semaines à les étudier. Disons qu'on fait le tour. Un des classiques consiste à se concentrer sur un calcul pendant le test. Question d'occuper son cerveau à autre chose. Okay. Alors, il dit, maintenant, je vais te dire les chiffres dans le désordre, en te demandant à chaque fois si c'est celui que tu as pigé, et tu dois me répondre non chaque fois. Comme on va finir par tomber sur ton chiffre, tu vas au moins mentir une fois. Le détecteur va nous dire à quel moment. S'il ne détecte rien, ça voudrait dire que tu l'as déjoué. OK. Alors, c'est ça, dans le fond, il se trouve à calibrer selon la personne. Fait qu'il sait son niveau de... Et si ça fonctionne. Ouais, à des choses très simples, mais ça donne tout de suite une réaction au niveau du corps, c'est ça? Alors, il lui dit, tu es prête? Et pendant ce temps, Mme Caron se dit en elle-même, 867 divisé par 8. Ça lui fait un calcul mental pour se concentrer sur autre chose. Elle dit 867 divisé par 8 sera mon mantra pour les prochaines minutes. Celui que je me répéterai intérieurement avant chaque réponse. Alors, Jacques Landry commence. Est-ce le numéro 10? Elle se dit dans sa tête 867 divisé par 8. Elle répond non. Est-ce le 4? Elle se dit encore 867 divisé par 8. Et elle répond ensuite non. Est-ce le numéro 5? Le petit manège se poursuit et soudainement, une envie de rire fulgurante s'empare de moi. Pourtant, rien n'appelle au comique, ni dans le déroulement de l'exercice, ni dans cette salle aux murs beige éclairés au néon où flotte une odeur de jurisprudence et de code pénal. C'est alors que le chiffre 7 se pointe aux lèvres de notre polygraphiste. À peine a-t-il le temps de finir de prononcer mon numéro que je me sais vaincu. Mon seul espoir, je me dis que réprimer une envie de rire peut peut-être avoir un effet sur le corps assez puissant pour confondre le détecteur. Mais peine perdue. M. Landry lui dit, tu avais le chiffre 7, c'est ça?
À mon tour de me pencher par-dessus son épaule. Ensemble, on observe les lignes du graphique. Sur celles représentant les réactions captées par les cuillères galvaniques, on voit clairement un pic qui sort de l'ordinaire. En d'autres mots, j'ai été trahi par ma sueur. Sentiment d'impuissance. Comment aurais-je bien pu contrôler la sudation de mes bouts de doigts? C'est le cas de le dire, tu n'es pas une très bonne menteuse, me dit Jacques Landry, assez fier de son coup. Mais sur le graphique, on peut voir, cependant, que tu as un très beau rythme cardiaque. Est-ce que tu t'entraînes? J'accueille la défaite avec dignité, nous dit Mme Caron. Mauvaise menteuse ayant une bonne santé cardiovasculaire, je peux vivre. C'est déjà ça. Je peux vivre avec ça. Je me demande le chiffre 7, est-ce qu'il était à la fin? Parce que, tu sais, pourquoi elle s'est sentie, elle sentait que le chiffre allait arriver, mais est-ce que c'était vers la fin ou c'est parce que... Ça, il ne nous le dit pas, mais je pense, d'après l'article, que c'était le 4e chiffre. OK. Alors, Mme Caron poursuit en disant « Avant de partir, je me permets quand même d'insister une dernière fois. Ça doit bien exister des gens qui déjouent le polygraphe. » Eh bien, finalement, oui. M. Landry nous dit « Ce sont surtout les criminels endurcis qui vont réussir. Admettons que ta spécialité, c'est de voler des voitures. Alors, je te demande, as-tu volé la voiture X au coin de Bellechasse et de la 1er avenue en novembre 2016? » La réponse est oui, mais tu en as tellement volé que tu ne te souviens plus de celle-là en particulier. Alors tu réponds non. C'est un mensonge, mais on aura de la difficulté à le détecter. De la même manière, si tu es aussi là pour un meurtre, ton stress est tellement porté sur ça qu'une question sur un vol ne te fera ni chaud ni froid. Ton corps ne réagira pas de façon aussi marquée. Mme Caron nous dit « Je n'avais donc aucune chance depuis le début. » Et en terminant, elle nous dit « Au fait, 867 divisé par 8, ça donne 108,375. » Elle a finalement calculé. Et dans un court article, rapidement, vaincre le polygraphe, les mensonges du détecteur de mensonges sur le site Québec Science, on nous dit la fiabilité du polygraphe n'a jamais pu être prouvée et la méthode est même décriée par de nombreux scientifiques. Un très bon menteur entraîné peut passer le test avec brio, de même qu'un honnête homme impressionnable peut y échouer. Pour ces raisons, le polygraphe n'a aucune valeur de preuve pour la justice française. Aux États-Unis, par contre, les données enregistrées au cours d'interrogatoires de ce type peuvent être utilisées comme pièces de dossier ou tribunal, sans toutefois avoir le statut de preuve. Il doit aussi y avoir des cas où les gens sont tellement nerveux qu'ils ont des réactions involontaires. Oui, ça peut arriver aussi. C'est pour ça que ça peut peut-être pas être si utilisé que ça. Oui, c'est pas la perfection. Mais c'était très, très intéressant. Merci beaucoup, Pierre, pour le sujet des détecteurs de mensonges. Merci. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. On a reçu quand même des invités de marque cette semaine. On avait Marjolaine Lachance de Belle Cause pour la cause. On a mieux appris finalement ce que fait Belle Cause et puis tout l'historique de cette organisation qui est toujours aussi présente. Merci beaucoup, Mme Lachance, d'avoir été des nôtres. Notre collaborateur Bernard Saunier était des nôtres avec un schizophrénique à San Francisco cette fois-ci. Alors, une autre aventure de Bernard. C'était intéressant de le recevoir. Merci, Pierre. C'est un excellent sujet que tu nous as emmené, les détecteurs de mensonges. Oui, là, c'est pas une menterie que tu dis. Non, c'est vrai. Tu peux m'amener le polygraphe. Là, je pense pas que ça va osciller. Là. Merci beaucoup pour ce sujet-là et merci pour ta mise en onde également. Bienvenue. Ah oui, alors c'était donc le menu de Folie douce cette semaine. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.